7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Alors Marie, mercredi, vous avez rencontré le ministre des Affaires sociales du Liban, Hector Hadjar, de passage en France. Oui, Liselotte, à l'occasion d'une conférence de presse organisée par l'association SOS Chrétiens d'Orient, j'ai eu la chance d'échanger un long moment avec lui. Il s'est livré à notre micro sur la situation critique du Liban. Ce pays des cèdres, coincé entre la Syrie voisine, l'État hébreu au sud et une façade méditerranéenne, fait à peu près la taille de la Corse, soit un tiers de la Bretagne. Un petit pays chargé d'histoire, terre historique des chrétiens d'Orient depuis des siècles, au confluent des civilisations, des temples romains aux ruines omeyyades, en passant par des châteaux forts hérités des croisades ou encore les villas du XXe. Bref, le Liban rassemble un patrimoine immense, à la fois culturel, naturel avec sa forêt de cèdres enneigés et spirituel bien sûr, parsemé de minarets et de clochers. Alors connu pour avoir été la Suisse du Moyen-Orient durant des décennies, une destination phare pour les stars occidentales comme Brigitte Bardot dans les beach clubs, le Liban que l'on a pu connaître est aujourd'hui à l'agonie, pris dans un tourbillon de crise, non seulement politique, économique et sanitaire, mais aussi la guerre depuis 50 ans. Toutes ces crises, nous en avons parlé avec Hector Hadjar, ministre libanais des Affaires sociales. Les principales missions au Liban sont bien sûr le travail sur le développement, sur la protection, amener des services sociaux et des services même médicaux à la population libanaise, surtout après tous les problèmes qu'on a vécu dans les 5 ans derniers. En plus, on a un travail du point de vue humanitaire pour les réfugiés syriens et palestiniens. On essaie d'aider les Libanais, et on essaie d'aider les Syriens, bien sûr, les Palestiniens, mais les budgets, on n'a pas beaucoup de budget, et même le budget, il est très minime, et on essaie de... Notre travail, c'est un travail de collaboration et de demande des organisations internationales et des pays amis de EU et du Canada, de l'Amérique et de plusieurs pays, même de la Chine. Maintenant, on a un support concernant les déplacés du Sud, mais tout ça est très minime face au contexte libanais. Vous l'avez compris, les affaires sociales, c'est pas seulement veiller aux soucis d'éducation et de santé des populations libanaises. Il y a aussi ce gros volet des réfugiés syriens et palestiniens. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, je reprécise pour nos auditeurs que 2 grosses vagues de réfugiés ont déversé sur le Liban. La première avec les Palestiniens qui fuient la création de l'État d'Israël à partir de 1948, puis sont chassés de Jordanie après Septembre Noir en 1970. Ils sont largement accueillis au Liban. Viennent ensuite les Syriens au début de la dernière décennie, avec le conflit qui s'ouvre en 2011. Depuis ce moment-là, des centaines de milliers de réfugiés affluent au Liban. Fuient-ils Daesh ou Bachar el-Assad? Sont-ils de vrais ou de faux réfugiés? Que viennent-ils chercher au Liban? Un emploi, une stabilité? Ou bien n'est-ce qu'un pays transitoire pour l'Europe? Le ministre des Affaires sociales du Liban a répondu pour Ligne droite à toutes ces questions. Le Liban a reçu inconditionnellement plus que 2 millions de Syriens. Le Liban, maintenant, la population libanaise, elle est de 5 millions. On a 400 000 réfugiés palestiniens. Donc, si on rajoute 2 millions à 400 000, donc on a à peu près la moitié qui sont des Palestiniens et des Syriens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur 5 millions d'habitants au Liban, la moitié sont des réfugiés, plus de 2 millions de Syriens et un demi-million de Palestiniens. Le ministre vient de nous expliquer cet accueil massif des réfugiés syriens à partir de la crise de 2011 qui a bouleversé le Liban voisin, car c'est devenu un enjeu démographique qui va bien plus loin encore. Le ministre des Affaires sociales, Hector Hadjar, parle d'un véritable remplacement de population. Au-delà des vagues de réfugiés qui constituent la moitié des habitants du pays maintenant, il y a 2 autres facteurs. L'émigration, celle des cerveaux libanais, des jeunes, à la recherche d'un avenir meilleur, et la question de la natalité. Suite aux problèmes du pays économiques, politiques et tous les problèmes qu'on a passés dans les 4 dernières années, un grand nombre de nos jeunes, ils ont quitté le pays, ils ont vraiment quitté le pays vers le monde arabe et vers l'Europe. Même les spécialistes, la plupart des spécialistes et des personnes, des médecins, des architectes,
des grands entrepreneurs, ils ont quitté le pays. Donc, à chaque fois, on a 5 enfants qui sont nés au Liban. On a 4 Syriens, un Libanais. Les 4 Syriens, 3 non enregistrés, 1 enregistré. Et donc, le taux de naissance chez les Libanais, il est très réduit. Le taux de naissance chez les Syriens, il est avancé. Et on risque dans les années qui vont venir, qu'il y aura un remplacement à froid, c'est-à-dire à froid, un remplacement des Libanais. Et il y a un très grand risque que dans 10 ans, pour trouver un Libanais au Liban, il faut le chercher par une loupe. Maintenant, si tu descends dans une ville, tu trouves 2-3 Syriens pour un Libanais dans certaines villes du nord ou dans certaines villes de Bekaa. Donc, il y a une surpopulation syrienne par rapport à une population libanaise qui est vraiment minime, et c'est un très grand risque de changer la population de cette façon. Alors pour 5 enfants nés au Liban, il y a 4 Syriens et un seul Libanais. C'est peut-être l'exemple le plus démonstratif de ce que l'on peut appeler le grand remplacement. Le ministre des Affaires sociales nous parle de remplacement à froid. On assiste véritablement à la disparition du peuple libanais qui vit aujourd'hui bien sûr via sa diaspora, très nombreuse, mais abandonne donc leur pays à ce triste sort. Ils partent au Canada, aux Émirats Arabes Unis et puis en France, bien sûr, pays ami de toujours. Oui, parce que la France a des liens très privilégiés avec le Liban. Bien sûr, notre pays est censé être l'allié de toujours du Levant. En faisant un petit détour par l'histoire, on se rappelle qu'à la chute de l'Empire ottoman et de son démantèlement, la France est investie par la SDN, la Société des Nations, d'un mandat pour la Syrie et le Liban. Vous vous souvenez de ces accords de Sykes-Picot qui partagent le monde arabe entre les deux alliés, français et britanniques. Les Français se réservent le Liban, la Syrie et la région de Mossoul. Les Britanniques, le reste de la Mésopotamie et la Transjordanie. L'intérêt de la France pour les minorités chrétiennes du Mont Liban est donc de premier plan. Il remonte même à François Ier et continue avec Napoléon III. Aujourd'hui, les liens restent très forts. Les Libanais appellent toujours la France leur mère, littéralement. Ils en attendent beaucoup. Pour l'anecdote, après l'explosion du port de Beyrouth en 2020, une pétition circulait au Liban demandant le rattachement du pays à la France comme un retour du mandat français, pourtant fini depuis 75 ans. Alors, pour revenir à la fuite de ces cerveaux libanais, cela pose d'énormes problèmes pour redresser le pays. Comment aller de l'avant s'il n'y a plus d'élite, s'il n'y a plus de médecins, s'il n'y a plus tous ces ingénieurs? C'est d'ailleurs l'un des objectifs de l'association SOS Chrétiens d'Orient présente au Liban, dissuader de partir autant que possible cette génération de Libanais pour qui tout semble perdu et les aider à retrouver espoir, à entretenir leur communauté, à trouver un travail et à redevenir autonomes. L'idée n'est pas de les abreuver d'aides financières dont ils deviendraient dépendants, mais bien au contraire de leur permettre de rebâtir un Liban stable, fier, enraciné, ce qui aujourd'hui reste très compliqué. D'autant plus avec le nouveau conflit qui oppose Israël à la Palestine depuis le 7 octobre, ça risque de ne pas s'arranger, j'imagine. Et oui, la reprise des hostilités n'a fait qu'accentuer l'exode des Libanais. La guerre est là, présente depuis 50 ans, mais ravivée depuis le 7 octobre. Après 15 ans de guerre civile, notamment due à l'arrivée massive des Palestiniens au siècle dernier, le Liban a été mis à feu et à sang jusqu'aux années 90. Puis à l'été 2006, un nouveau conflit éclate durant 30 jours entre Israël et le Hezbollah. Côté libanais, on compte alors plus de 1000 morts chez les civils, dont 30% d'enfants de moins de 12 ans. La majorité des infrastructures du pays sont détruites, la capitale est touchée. Les avions israéliens bombardent l'aéroport de Beyrouth et les obus s'abattent à travers le pays lors de raids aériens. Alors aujourd'hui, les tirs ont repris. Depuis l'attaque du Hamas, le Hezbollah s'est aussi engagé dans le conflit israélo-palestinien depuis le sud Liban. C'est un échange de roquettes incessant qui a fait fuir les 2/3 de la population. Sur 300 000 Libanais dans la région frontalière, seuls 100 000 sont restés et vivent reclus sans électricité. Vraiment, il y a la guerre. Vraiment, pour les médias, il n'y a pas la guerre, mais dans la réalité, il y a la guerre. Je ne sais pas pourquoi on camoufle le vrai état du Sud. Le Sud, il est en pleine guerre. Le bombardement a dépassé le Sud, le bombardement à Baalbek.
Et il y a deux personnes qui sont décédées et ce sont des personnes civiles qui circulaient sur la route. Même il y a eu un bombardement dans la région du Mont-Liban à Kairouan. Donc nous sommes en pleine guerre, il y a la peur, il y a le souci de la fermeture de l'aéroport de Beyrouth. Tous les gens posent la même question, est-ce que demain l'aéroport va fermer? Est-ce qu'à notre retour, est-ce qu'on peut retourner à travers notre aéroport ou non? Donc, c'est l'insécurité sociale, c'est le blocage économique. Il y a plus que de 300 000 Libanais qui vivent ou en déplacement, où ils sont déplacés dans des centres d'accueil, dans des écoles ou autres. Il y a qui sont allés vers leurs amis et familles dans des municipalités un peu plus loin des frontières. Et il y a plus que 100 000 personnes qui sont restées dans les frontières et qui n'ont pas envie de quitter et ils veulent mourir dans leur village. On a cette crainte que le combat sera un combat ouvert, qu'on transfère le combat de Gaza, de Rafah, vers le Liban, et ce sera catastrophique. Pour les Libanais, on n'a pas envie de faire la guerre. La guerre ne se limite donc plus qu'au sud du pays, mais se propage jusque dans la Bekaa cette semaine, donc au nord-est, avec ces 2 civils abattus à Baalbek, loin de la frontière avec Israël. Quelques semaines plus tôt, c'était la ville de Saïda, sur le littoral. Demain, peut-être la capitale de Beyrouth elle-même. Et quelle est la place du Hezbollah dans ce conflit? Alors, le ministre libanais parle de défensive, on l'écoute. Le Hezbollah n'est pas maintenant dans une stratégie d'aller vers. Il essaie de empêcher les Israéliens de bombarder le Liban. Et même, je pense que Hezbollah n'a pas envie d'aller plus loin dans la guerre. Nous sommes des chercheurs de paix. On cherche la paix, la vraie paix pour le Liban, pour le peuple libanais. Le Liban, vraiment, maintenant, il a besoin qu'il n'entre pas dans aucune guerre régionale. Ce qui nous intéresse, de vraiment arrêter tout ce bombardement. Il y a l'arrêt de feu et retourner à la vie normale. Ce qui est important pour nous, les élèves qui reviennent à leur école, et que les gens revivent et redémarrent leurs travaux. Ça fait 5 mois, en plus de 5 mois, qu'il y a arrêt total dans les frontières et il y a des villages qui sont bombardés et détruits à 80%. Alors vous venez de l'entendre, dans le sud, des villages sont presque rasés, les écoles sont fermées, les cours suspendus depuis des mois, les habitants peinent aussi à se faire ravitailler. Est-ce que l'État les aide? Comment font-ils? Eh bien, certaines organisations humanitaires apportent leur soutien, principalement par des colis d'urgence, alimentaires, des médicaments, des produits de première nécessité. Mais l'accès au sud est très difficile, pratiquement coupé du reste du pays. Hector Hajar, ministre libanais des Affaires sociales, nous parle justement de cette aide internationale. Pour l'instant, l'aide, elle est à plusieurs niveaux. Il y a un projet pour l'aide alimentaire, il y a des projets pour le cash, c'est-à-dire pour les familles les plus pauvres. Il y a un paquet de services médicaux et sociaux dans nos centres de développement dans tous les pays. Il y a un case management, c'est-à-dire une prise en charge des enfants, des familles qui sont en problème. Dans tous les pays, à peu près 3000 enfants qu'on prend en charge en tant que case management. En plus, il y a le support psychologique. Pour le Sud maintenant, il est supporté par l'Expertise de France. On a des ambulances qui circulent dans la région du Sud et dans d'autres régions pour prise en charge de la santé de la femme avec des médecins, des gynécos et une équipe de travail. Donc ce sont des projets qui sont soutenus par le Canada, par le Japon et d'autres pays. Et du côté du gouvernement, du coup, qu'en est-il? Eh bien, la crise politique au Liban est très grave, elle ne date pas d'hier. Depuis la guerre civile, le pays est meurtri, les élites corrompues. La révolution de 2019, la Saoura, a vu un soulèvement populaire contre cette classe politique, mais sans succès. Elle est toujours aux commandes et la crise économique s'est quant à elle aggravée. Alors pour vous donner un aperçu de cet effondrement économique du pays, tenez-vous bien. Il y a 4 ans,
$1 équivalait à 1500 livres libanaises. Aujourd'hui, $1 vaut environ 100 000 livres libanaises. Alors, c'est du jamais vu. La monnaie ne vaut plus rien. Les produits de première nécessité sont devenus inaccessibles. Les salaires n'ont quant à eux pas évolué. Donc, le Liban meurt d'agonie. Vraiment, nous sommes en pleine crise. On a plusieurs problèmes. Après l'explosion du port de Beyrouth, après la dépréciation monétaire, le pouvoir d'achat, on a le problème du secteur public, on a le problème de la guerre du Sud, le problème des réfugiés, maintenant le problème des Palestiniens. Il n'y a pas de budget. Il y a le problème politique dans le pays. On n'a pas pu élire un président. Nous sommes un gouvernement qui gère le pays. On a beaucoup de blocages et le grand blocage, il est interne. C'est le double langage. On a des politiciens au Liban qui parlent double langage. Ils ne sont pas engagés. Ils ne veulent pas transformer la position du Liban. Ils ne vont pas construire un État. Ils profitent au maximum de la non-construction d'un État. Ce qu'on demande aux pays amis et européens, même à l'Amérique et au Canada, qu'on discute sur toute réforme et de voir si on peut vraiment collaborer pour élaborer une résolution à ce problème qui est très difficile et ça fait 13 ans qu'il traîne. Donc, régler ces questions migratoires avec les réfugiés syriens, c'est l'objet principal de sa visite sur le continent. Le ministre a rendez-vous d'ici quelques jours à Bruxelles. Hector Hajar, comme les Libanais, estiment qu'ils ne peuvent pas les assimiler et même ils ne le veulent pas. C'est intéressant car si même eux, voisins libanais, ne peuvent accomplir cette tâche d'intégrer des populations réfugiées aux mêmes mœurs que les leurs, qu'en est-il pour nous, Européens ? Oui, puis la guerre est finie en Syrie, alors pourquoi tous ces réfugiés ne rentrent-ils pas dans leur pays ? Eh bien, le Liban n'est souvent qu'un pays transitoire. Leur destination est l'Europe, l'Allemagne, la France. J'ai quand même demandé au ministre des Affaires sociales la position du président syrien Bachar el-Assad sur la question. Dans son discours politique formel, il dit qu'il a envie de recevoir les Syriens et qu'il les attend, qu'ils reviennent. Mais dans la réalité, le processus il est difficile. À savoir qu'en Syrie, il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème économique, il y a les sanctions, il y a beaucoup de problèmes. Donc, est-ce qu'il travaille jour et nuit pour les amener en Syrie ? Bien sûr, non. Ce qui nous intéresse dans tout ce sujet, dans toutes cette affaire, c'est le Liban. Le Liban, est-ce qu'il est en bonne santé maintenant ? Le Liban, est-ce qu'il est dans de bonnes conditions maintenant ? Vraiment non, il n'est pas dans de bonnes santé, il n'est pas en bonne santé, ni en bon contexte. Et il y a un risque d'instabilité sociale, un risque d'éclatement et un risque de conflit entre les Libanais et les Syriens dans chaque village, dans chaque ville. Vraiment, il y a une concurrence sur le travail, une concurrence. Il prend des initiatives à ouvrir des markets, des travaux sans taxes, et les Libanais sont en train de payer les taxes. Donc, cette vision qui n'est pas équilibrée, c'est-à-dire où il y a des initiatives avec taxes, des initiatives sans taxes, va créer des problèmes dans le pays. Et les gens, vraiment, il y a beaucoup d'instabilité dans tout le pays. Alors, ces réfugiés syriens vivent souvent dans de meilleures conditions que les Libanais eux-mêmes, avec davantage d'aide internationale et donc au détriment des populations locales. Malgré qu'ils vivent dans des tentes, ils ont réalisé leur grand rêve. C'est le rêve de venir au Liban. Et c'est le rêve d'aller du Liban, d'aller du Liban vers l'Europe. Donc, ils ont réalisé ce rêve. Et au Liban, ils sont soutenus dans l'éducation, dans la santé, ils sont soutenus même dans le cash, dans la fourniture, ils s'arrangent, ils travaillent dans le noir. Et donc, ils ont réalisé le grand rêve. Et il y a un très grand nombre qui essaie d'aller vers l'Europe à travers la mer ou à travers l'aéroport. Et donc, une migration illégale. On va essayer d'empêcher cette migration illégale. Pour nous, nous sommes dans une vision de stabilité et de paix de la région. Et on ne veut pas faire des problèmes avec nos voisins dans la Méditerranée. Mais est-ce qu'on a la possibilité de vraiment contourner ou
bloquer tout essai de migration, je doute fort. Pour qu'on le fait, on a besoin beaucoup d'aide et de support. Si on va bloquer la mer vraiment, il faut bloquer même les territoires, les frontières entre le Liban et la Syrie. Pourquoi on laisse les territoires entre le Liban et la Syrie ouverts? Aujourd'hui, c'est ouvert, on peut passer. Oui, elle est ouverte. Maintenant, elle est difficile un peu à cause de la neige, à cause de la température, elle est basse, moins 2, moins 3 dans les montagnes. Mais dans quelques mois, c'est-à-dire fin avril, le passage ce sera très facile. Voilà, faut-il s'attendre au printemps à une nouvelle vague de clandestins au Liban, puis en Europe et donc en France? L'avenir nous le dira. En tout cas, on comprend bien que l'avenir de notre continent est intrinsèquement lié aux déstabilisations du Moyen-Orient et que donc si on ne règle pas les problèmes à la source, nous serons le Liban de demain. Merci Marie pour ce long entretien sur le Liban avec le retour de Hector Adjar, ministre des Affaires sociales, qui nous éclaire sur la situation au pays des Cèdres. On continuera de vous informer, chers auditeurs, de la suite des événements au Liban et on espère qu'il se relèvera de toutes ces crises. Merci Marie. Merci Lisa.